Bonsoir tout le monde. Bienvenue au quatrième colloque international de l'actuariat francophone et bienvenue à cette quatrième soirée animée par l'Association marocaine des actuaires et nous allons démarrer. Donc, je vais essayer de vous partager mon écran. Ce que je vous propose, c'est de démarrer avec un petit tour de piste des intervenants. Juste un petit problème technique, voir. Mon partage. Nous allons commencer par le tour de table. À toi, Yacine. Merci Mohamed, bonjour à tous et bonsoir pour certains. Donc Yacine Gay, je suis la directrice assurance de Finafrica. Finafrica qui est un réseau panafricain de compagnies d'assurance et d'instituts de microfinance. Nous sommes aujourd'hui présents en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, au Rwanda et en Guinée. Merci. Je passe la parole à Najd. Bonjour à tous, je me présente Neige Dorsouri, je suis directeur associé au cabinet REM Partners, qui est membre du réseau Globax, et nous travaillons en fait sur la partie Afrique du Nord et Afrique de l'Ouest, donc sur plusieurs thématiques de gestion de risque et d'actuariat. Euh, Wilfried, à toi la parole. Merci beaucoup. Wilfried Apoutan, consultant auprès du cabinet Soft Consulting au Bénin. Et je suis promoteur de la grande soirée des enchères actuarielles pour l'inclusion financière en Afrique et agréé sur la liste des experts consultants auprès de l'Association des sociétés d'assurance du Bénin. Et aussi, j'interviens à la direction des assurances du Bénin. Merci beaucoup. Très bien. À toi, Gilles. Je vois que tu nous as rejoints. Oui, bonsoir à tous. Je m'étais trompé d'heure en fait. Je pensais que l'heure que j'avais reçue, c'était du GMT. Donc, c'est Wilfried Couton qui m'a sauvé. Alors, donc, D'accord. oui, alors je suis Gilles Gaba. Je suis chercheur associé au laboratoire d'actuariat de l'ISFA. Je suis également président de l'Association des actuaires au Togo. Et je suis également directeur associé d'Actuaria Tech, un cabinet d'actuariat, donc basé en France. Très bien. Christophe. Bonjour à tous. Donc, je suis Christophe Neves, Head of Europe pour Skyline Partner. Skyline Partner est une insurtech qui développe des solutions d'assurance paramétrique pour ses partenaires, assureurs, courtiers. Et je suis membre de l'Institut des actuaires français ainsi que de l'ILAC. Très bien. Je me présente moi-même, Mohamed Balbaraka, 35 ans d'expérience dans l'actuariat. Après une carrière en France, je suis rentré au Maroc depuis 6 mois maintenant. Je suis directeur général adjoint de Atlanta Sanat. Et donc, je vous souhaite la bienvenue à cette soirée. Nous allons démarrer. Hop. Juste, je prends un petit instant pour présenter l'association marocaine des actuaires. Donc, c'est une association qui a été créée en 98 et en 2003, elle est devenue membre associé de l'association actuariale internationale. Et en 2008, nous avons décroché le statut de membre titulaire. Aujourd'hui, l'association est membre titulaire et siège au conseil de l'AAI. Elle occupe également le poste de vice-président du sous-comité Afrique et aussi notre président et aussi le président du comité conseil et assistance de l'AAI. L'association comporte 135 membres et 7 membres institutionnels. Pourquoi j'ai pris ce petit moment pour présenter l'association? Juste pour dire à tous les actuaires marocains qui nous écoutent ce soir que l'association va renouveler ses instances dans les semaines à venir. Donc, merci pour tous ceux qui veulent y adhérer ou
tous ceux qui veulent se porter candidat pour une qualification ou tous ceux tout simplement qui veulent faire partie du conseil d'administration, c'est le moment. Envoyez-nous vos mails et vos coordonnées et on vous contactera très bientôt, Inch'Allah. Ceci dit, on va démarrer notre soirée qui a comme sujet l'assurance inclusive. Il y aura des membres de la table, autour de la table de ronde qui vont revenir plus en détail sur les définitions de l'assurance inclusive. Donc, je vais pas me retarder. Par contre, j'aimerais juste prendre un moment pour présenter l'assurance inclusive au Maroc. Donc, l'initiative officiellement de l'inclusion financière a été lancée en 2019, mais il y a eu plusieurs tentatives bien avant. Je me rappelle dès 2005-2006, il y a eu une opération, ce qu'on appelle le RAMED, d'assistance médicale aux populations dans le besoin. Il y a eu des premiers produits dès le 2007 distribués par les agences de microfinance. Mais officiellement, ça a démarré en 2019. Il y a eu une première étude avec des organismes internationaux, avec le régulateur et la Fédération des sociétés marocaines d'assurance, qui a été menée, qui a montré que le taux de pénétration, que uniquement 24% de Marocains ayant un produit d'assurance, ou souvent c'est de l'automobile, ce qui est loin d'être suffisant. Les raisons évoquées pour ne pas souscrire à une assurance, on va le voir autour de la soirée, c'est plutôt tout ce qui est faible pouvoir d'achat, déficit de confiance vis-à-vis des sociétés d'assurance, ainsi que des croyances culturelles et culturelles. La demande est importante parce que l'étude, à l'époque, c'était faite en 2020, a repéré que les populations dont le besoin, il y avait 8 groupes cibles, qui sont les jeunes de moins de 25 ans, les personnes âgées de plus de 65 ans, les femmes au foyer, les ménages à revenus modestes, le secteur informel et la population rurale, ainsi que les TPE et les micro-entreprises, ce qui représente quand même 80% de la population marocaine. Les chantiers qui ont été identifiés, c'est le développement d'une offre assurantielle inclusive dédiée à l'ensemble de la population en utilisant tous les canaux et les moyens existants. Vous allez le voir, depuis, il y a des choses qui ont été faites pour autoriser des moyens de distribution autres que classiques via agent ou agence bancaire. L'amélioration de la pénétration des produits agricoles existants et la conception d'une nouvelle offre à fort impact dans ce domaine. Développement d'une offre d'assurance spécifique pour les TPE et les micro-entreprises. L'adaptation surtout d'un cadre réglementaire permettant de faciliter toute la distribution et la sensibilisation des acteurs privés et des populations cibles par le biais de mesures de communication et de communication ciblée. Les produits définis par le régulateur marocain et sont en nombre de 6, c'est l'hospitalisation, la temporaire d'essai, l'individuel accident, dommage au bien, le micro-épargne et l'assistance à la personne. La particularité de l'assurance inclusive au Maroc, c'est des produits dont les primes ne peuvent pas dépasser 400 dirhams, c'est-à-dire 40 euros. Donc, si vous lancez des produits, la prime moyenne, il tourne entre 200 et 400 dirhams. C'est quoi la différence avec une assurance classique? Pour moi, il y a des différences majeures. C'est d'abord, dans un produit d'assurance inclusive, les limitations, les exclusions doivent être très limitées, un délai d'indemnisation réduit et une simplification à l'extrême des process, que ce soit la souscription des contrats ou la déclaration de sinistre. Et bien sûr, les conditions de souscription extrêmement simplifiées. Aujourd'hui, tout ça, ça a été initié en 2019. Aujourd'hui, des réalisations notables ont été constatées, notamment l'amendement des circulaires qui permet maintenant la distribution de produits de microassurance. Je donne l'exemple de ma propre société. Nous sommes contents et fiers d'avoir lancé cet été 3 produits de microassurance. Une assurance d'essai qui tourne autour de $5, d'une prime de $5, et une assurance hospitalisation qui est entre 5 et 10 dollars, et une assurance et de l'épargne avec un autre acteur, et tout ça avec un réseau qu'on appelle Barry Cash, c'est plutôt des agences de transfert d'argent, bien connues en Afrique, l'ensemble des pays africains. C'est des agences qui existent dans tous les quartiers, qui permettent soit des transactions, soit l'échange de transfert d'argent. Par exemple, le réseau avec qui on travaille, il représente plus de 1400 agences.
Et dans l'autre aspect, l'assurance inclusive pour des raisons culturelles, nous avons le takaful. Au Maroc aujourd'hui, il y a 4 sociétés qui ont été lancées dans un cadre bien défini. Et aujourd'hui, ils font à peu près 66 millions de chiffre d'affaires de dirhams. C'est simple, vous divisez par 10 et vous avez l'équivalent en dollars. Donc, il y a à peu près 6,6 millions de dollars. Ce marché-là représentait en 2023 6,6 millions de dollars et il est en croissance exponentielle. L'autre point intéressant à signaler au Maroc, dans le cadre de l'assurance inclusive, c'est l'élargissement de l'assurance maladie obligatoire. Maintenant, il y a un socle de maladie et assurance obligatoire qui a été élargi à la totalité de la population. Et les deux autres avancées majeures, et je suis content parce que c'est des collègues actuaires ayant mené ce genre de chantier, c'est ce qu'on appelle les catastrophes naturelles et le FSEC, le Fonds de solidarité contre les catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles, c'est devenu une assurance obligatoire. Dès que vous avez une assurance, que ce soit de la RC, de l'automobile ou n'importe quelle assurance, vous avez d'office une assurance contre les catastrophes naturelles. Et quand vous n'êtes pas assuré du tout, vous avez une aide de l'État, qui est ce qu'on appelle le Fonds de solidarité, et qui a été lancé il y a 2 ans. Et ça va faire plaisir à notre ami Christophe aujourd'hui. Le fonds a été placé via une réassurance paramétrique et qui a très bien fonctionné lors de gros séisme qu'a connu le Maroc il y a exactement 1 an, qui était le séisme du Homs. On reviendra si vous êtes intéressé dans le cadre des questions. Maintenant, désolé d'avoir pris ce temps de présentation. Je passe la parole en premier à Nejd pour nous parler de Takaful et l'état des lieux de Takaful, notamment en Tunisie. Vas-y Nejd, à toi. Merci beaucoup, Mohamed. Donc, il y a déjà une première question qui a demandé quel est le principe du Takaful. Donc, voilà, la personne va recevoir la réponse en direct. Alors, le Takaful, c'est un concept. Il est apparu dans les années 70 au Soudan et c'était pour trouver une alternative, en fait, qui soit conforme à la charia ou à l'islam en termes d'assurance. Donc, le besoin en assurance était existant. On avait besoin de mutualité, on avait besoin de secourir en termes de risque sur le marché, en tout cas du moins à l'époque au Soudan et maintenant dans tous les pays islamiques. Mais malheureusement, les prises de position des théologiciens, c'est que l'assurance conventionnelle, du moins, n'était pas conforme à plusieurs points en termes de religion. Donc, le modèle, il y a plusieurs modèles. Il y a le modèle pakistanais qui est sur des fondations, c'est un des modèles les moins répandus. Mais le modèle le plus répandu, c'est le modèle hybride, qui est à la fois qu'on appelle le modèle Modarba et le modèle Wakala. J'expliquerai en détail un peu ça. Il a été plutôt imaginé par les Malaisiens. En Malaisie, le takaful, c'est quasiment 60 ou 70% du marché. Donc, le marché takaful est plus présent que le marché non takaful, par exemple en Malaisie. Et il est souvent le cas de trouver dans une même entreprise des produits takaful et non takaful. Il y a même des agences qui sont au rez-de-chaussée non takaful et au premier étage takaful. Donc, c'est assez particulier de mode de vente. Et chaque pays a développé un modèle. Donc, le modèle tunisien, par exemple, typiquement, ça a été un modèle standard hybride où, par exemple, il y a 2 volets. Il y a le volet risque, donc soit la partie risque de la prime, la partie prime de pure. En fait, l'opérateur Takaful joue le rôle d'un gestionnaire pour compte. C'est comme si c'était un courtier ou un acteur externe qui prend uniquement une commission et qui gère un fonds mutuel. C'est ce que j'ai appelé là le risk fund. Donc là, il y a un contrat entre les actionnaires de l'entreprise et le client, le participant. Il leur donne sa prime, il gère pour compte. S'il y a un surplus, il lui retourne 100% du surplus, donc s'il y a un excédent. Sur la partie investissement, là où il y a des produits financiers, il y a ce qu'on appelle un contrat Modarba. Il y a un partage de sort. On partage les gains. En général, c'est de l'ordre de 70-30, 80-20. Donc, sur les placements et les produits financiers, l'opérateur Takaful prend un pourcentage et est autorisé à avoir un profit sur ce volet-là. Il y a bien sûr la question qui va se poser, si jamais il y a une insuffisance ou si jamais il y a un problème de solvabilité, qui va compenser cela? C'est théoriquement l'opérateur Takaful qui va donner une avance, une sorte d'emprunt à taux zéro au fonds à risque et qui va récupérer à long terme. Donc, si on peut rapprocher ça, donc c'est une sorte de mutuelle qui est gérée par un opérateur indépendant. Ce ne sont pas les salariés de la mutuelle qui la gèrent, mais il la confie à un gestionnaire pour compte qui ne prend qu'une commission sur la partie risque et qui a un partage du sort, un pourcentage des gains
sur la partie financière. Il y a eu malheureusement justement plusieurs discussions et le modèle philosophique n'a pas été le même. N'est pas le même en Tunisie, n'est pas le même en Malaisie ou en Algérie. Chacun a une certaine position. Bien sûr, il y a d'autres restrictions dans le modèle. Il faut que les investissements soient conformes à la charia. Et c'est pour ça qu'en plus des comités risques, comités permanents d'audit, comités de placement, il y a un comité charia qui valide les produits, qui valide les opérations. Et là, c'est des personnes qui sont habilitées à prendre des positions pour dire que ça, c'est conforme ou pas. Ça, c'est si on veut résumer rapidement l'opérateur, donc Takafoul, et ce modèle-là. Ce qui est intéressant peut-être pour les actuaires, c'est dans la diapo suivante, c'est un peu le marché, comment il s'est développé. Mohamed, si tu peux passer à la Ouais, suivante. voilà. Du moins sur nos marchés, donc nous, on accompagne par exemple trois compagnies en Tunisie qui ont été créées en 2010 et une en 2010 et deux en 2014. Il y a une fenêtre de l'opérateur de réassure qui est une fenêtre, on appelle ça les windows, donc Takafoul. Mhm. Ils vendent le Takafoul et l'on au Takafoul. Et nous avons trois clients en Algérie qui sont historiquement Takafoul, bien que la réglementation soit assez récente, hein. Ils étaient régis par les principes du Takafoul sans que c'était dit d'une manière flagrante. Et c'est un marché en forte croissance. Donc, en général, très souvent, ils font une croissance, du moins sur le marché tunisien, 2 à 3% de plus que le traditionnel. Donc, depuis 2014 à aujourd'hui, le total des primes, c'est à peu près en 2023, je pense sur les trois acteurs tunisiens, on a atteint dans les 50 ou 60 millions d'euros. Donc, c'est des acteurs très agressifs. Ils ont accaparé en même pas 10 ans à peu près 20% du marché. Donc, c'est réellement une réponse à un besoin clair qui était de certains acteurs qui n'étaient pas, on va dire, qui n'avaient pas confiance dans les opérateurs classiques et qui voulaient une sorte de paix spirituelle. C'est des acteurs qui sont relativement solvables. On n'a pas d'expérience de mauvais acteurs, bien qu'ils sont arrivés tard dans le marché, sur un marché très concurrentiel, où le nombre d'acteurs, par exemple, en Tunisie, on a 22 compagnies d'assurance, ils sont arrivés à se positionner, à rester solvables, à respecter tous les engagements. En termes de produits, ce ne sont pas des produits différents. C'est quasiment les mêmes. C'est juste qu'il y a un peu moins de produits. Certains produits ne sont pas tolérés. Par exemple, tout ce qui est assurance sur la vie n'est pas Sharia compliant. Donc, les capitaux différés, les rentes viagères, tout ce qui est, on va dire, risque sur la longévité n'est pas toléré du point de vue Sharia. Donc, c'est un peu limité en termes de produits, mais c'est les mêmes produits pour le reste. Il n'y a pas de spécificité, on va dire, passif ou de produits. Par contre, il y a un vrai problème de diversification des actifs. L'État tunisien n'émet pas de soukouk, donc il n'y a pas de bons du trésor, il n'y a pas d'actifs sans risque, très peu d'actifs sans risque, il y a juste des emprunts nationaux à taux zéro. Donc on ne peut pas réellement bâtir dessus une industrie à taux zéro. Et les rares émissions obligataires sont très limitées. La majorité, c'est quasiment des dépôts à terme risqués. Et sur le marché boursier, on a à peu près une centaine de titres sur la BVMT. Les titres qui sont conformes à la Sharia, c'est à peu près une quinzaine ou une vingtaine. Et c'est des acteurs très petits, très souvent. Il y a quatre ou cinq critères pour qu'ils soient conformes à la Sharia. Et c'est des acteurs très, très volatiles. Donc, au niveau actif, il y a un risque de marché extrêmement important. Et c'est un enjeu pour les compagnies Takafoul. Comment réellement diversifier, éviter le risque de concentration et éviter le risque de marché qui va être important. Donc, j'essaie de répondre aussi d'un point de vue pratique. En termes de tarification, on utilise les mêmes principes, même si ça n'a pas beaucoup de sens, par exemple, d'escompter, d'utiliser un taux sans risque, d'actualisation, un taux technique, mais c'est la pratique. En tout cas, on utilise des rendements espérés, on utilise des GLM, rien de particulier. En termes de provision, il n'y a rien dans la réglementation très souvent qui est spécial. Il y a juste très souvent des provisions d'équilibrage au niveau des fonds propres. On demande à ce qu'il y ait un matelas de sécurité supplémentaire dans les fonds propres des participants. Pour le projet SBR en Tunisie, pour le moment, il n'y a pas de traitement particulier. À ma connaissance, au Maroc aussi, j'avais posé la question à l'époque. Pour le moment, les régulateurs n'ont pas fait un modèle typiquement Takafoul contre non-Takafoul. Le seul cas que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est en Malaisie. La norme de solvabilité malaisienne diffère entre les opérateurs Takafoul et les acteurs traditionnels. Ce ne sont pas les mêmes exigences de capitaux. C'est l'équivalent de Solva 2, mais ils séparent les Takafoul du non-Takafoul. Dans les autres pays, c'est quasiment la même. Alors, nous, on est aussi sur des problématiques IFRS 17 actuellement et il y a beaucoup d'enjeux. Trois principaux enjeux. D'abord, philosophiquement, comment traiter deux entités. Donc, il y a deux entités juridiques, un fonds des participants qui a une entité, une fiscalité, une gestion particulière, et une entreprise d'assistance qui fait le rôle de gestionnaire pour compte. Donc, d'un point de vue IFRS 17, qui porte le risque réellement, qui porte la solvabilité,
ça a été un enjeu bien particulier à modéliser. Il y a aussi l'histoire du surplus. Donc, le surplus, comment le modéliser dans les scénarios, comment calculer ce surplus-là, parce que les règles ne sont pas claires encore même dans la réglementation. Qui a droit à un surplus? Les personnes sinistrées, par exemple, n'ont pas droit à un surplus. Les personnes en arrêt de paiement n'ont pas droit à un surplus. C'est un modèle assez particulier. Et encore pire pour l'épargne, éventuellement, il n'y a pas de GSE. Il n'y a pas de modélisation des scénarios économiques, il n'y a pas de GSE prêt. Et c'est un vrai enjeu. Donc, comment modéliser les actifs Takafoul? Ça, c'est tout un sujet vraiment qui est passionnant d'un point de vue actuel et sur lequel il n'y a pas encore de réponse et une particularité très spécifique du Takafoul. On a eu des questions sur la diapositive. Si tu peux me rendre, voilà, merci. Donc, Ouais. première question qui a été bien évidente au niveau marché tunisien, qui porte la solvabilité? Est-ce que c'est l'actionnaire ou bien le fonds des participants? Comme on a dit, c'est un fonds mutuel, mais géré par un opérateur externe. Et ce qui est bizarre dans la plupart des réglementations, les deux sont garants de la solvabilité. On demande aux participants d'avoir des fonds propres et on demande à l'actionnaire, qui est un gestionnaire de service, d'avoir aussi un minimum de fonds propres. Donc, deux entités qui portent une solvabilité, ce n'est pas un sujet classique et ça a été très particulier. Ensuite, très souvent, il y a une mauvaise compréhension du Qard Hassan, le fait que l'opérateur puisse donner un crédit à discrétion, c'est discrétionnaire, donc un crédit à taux zéro au fonds mutuel pour qu'il se renfloue. Ça, par exemple, ça n'a pas été accepté très souvent par AM Best en termes de notation. Ce n'est pas considéré comme étant vraiment une ressource ou bien un actif en termes de tiers. Donc, le Qard Hassan n'est pas admis en tant que richesse possible. Pareil pour les TMG, on a eu beaucoup de positions chez l'air assez contradictoires. Certains, on va dire érudits, donc ont toléré les TMG, les taux minimum garantis, à courte durée. D'autres considèrent que ce n'est pas conforme à la charia. Et est-ce que forcément, donc dans notre modélisation de capital ou notre provisionnement, est-ce qu'il y a une time TVOG, donc une time value of options and guarantees? Pareil, donc j'ai parlé du surplus, ça a été vraiment un enjeu parce que on a donné le rôle aux actuaires dans la réglementation, par exemple tunisienne, de définir si la compagnie peut ou non distribuer un surplus, si elle est en suffisance de solvabilité ou pas, si elle est assez solvable, donc elle peut donner un surplus, sinon c'est voilà, donc on doit renforcer ses fonds propres. Mais quels sont les critères? Ça a été donné à discrétion aux actuaires sans trop de donner un modèle standard. Donc là, il y a aussi un enjeu actuariel sur le surplus, comment réellement le modéliser et le suivre. Donc, il n'y a pas de courbe de taux sans risque, forcément aussi en Takafoul. Donc, imaginez tous les calculs qui sont basés sur les taux sans risque et toute cette théorie-là, on ne peut pas la pratiquer en Takafoul. Comme je l'ai dit, il y a un risque de concentration technique et marché. Très souvent, sur la partie technique, les sinistres sont très agrégés, sont très concentrés autour de grands groupes industriels. De par le marché aussi, il y a une grande concentration et c'est des acteurs qui portent beaucoup de risques. Et enfin, on a parlé aussi des GSE, comment calibrer en fait un marché Takafoul avec 22 uniquement titres sur le marché qui ne sont pas très liquides, comment utiliser voilà, une modélisation de taux où rien n'est garanti. Ça va être un enjeu actuel assez passionnant. Mais c'est pour vous dire un marché qui a répondu à beaucoup de besoins sur le marché tunisien, des demandes d'assurance. La demande d'assurance réellement a trouvé preneur, en tout cas sur le marché, et beaucoup adhèrent au concept, beaucoup suivent ce concept-là et refusent à repartir maintenant vers le conventionnel, même si c'est parfois 10 ou 20% plus cher. Donc même si, bon, ce n'est pas le double non plus, mais si c'est 10 ou 20% plus cher, donc les gens adhèrent à ce concept-là, et ça a apporté une solution pour certains créneaux de la population. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais un peu vous partager Très avec vous bien. en termes d'enjeux. Merci Najd. Ce que je propose, c'est de prendre quelques questions car la deuxième partie, on ira plus vers l'assurance inclusive dite conventionnelle. Donc, pour le Takafoul, merci pour ta présentation. Juste de partager avec vous quelques souvenirs. Pour bien comprendre les choses, la principale différence entre un système Takafoul et un système conventionnel, si vous voulez, c'est plus quand j'étais jeune, il y avait des associations qui plaidaient au niveau européen en disant une seule question, à qui appartiennent les réserves? Il y avait des associations de consommateurs qui combattaient pour dire les réserves d'assurance appartiennent aux clients et pas aux actionnaires. Donc toute la problématique est là. Quand vous faites une assurance classique, vous payez une prime à la société, donc la prime appartient à la société,
Et elle, en contrepartie, s'engage à être présente. Ils vous font une promesse d'être présente au moment du sinistre. Alors que le takaful, cet acte-là est jugé un peu pas clair, ce qu'on appelle gharar, par quelques ulama. Donc, ils disent cet acte-là n'est pas équilibré, n'est pas très clair dans son objectif, car on n'est pas sûr que l'assurance soit là au moment où on en a besoin. Donc, c'est pas très clair. Donc, c'est litigieux. D'où le système takaful, qui est un peu comme des mutuelles, sauf qu'il y a un opérateur takaful qui joue le jeu de gestionnaire. Donc, mais pour moi, la principale différence, c'est que dans une assurance takaful, et les primes et les provisions de sinistre appartiennent aux assurés. Et à partir de là, tous les investissements, par exemple dans nos pays, des sociétés d'assurance sont très riches. Les provisions, parfois, représentent 3 à 4 ans d'années de primes. Donc, vous imaginez la puissance financière que vous donnez à des sociétés capitalistiques, pour utiliser le mot. Alors que dans un système takaful, tout cela, toute cette manne d'argent appartient aux assurés. Donc, les actionnaires ne peuvent pas en disposer tel qu'ils veulent, ne peuvent pas l'utiliser dans une guerre commerciale, ne peuvent pas l'utiliser pour faire des acquisitions. Alors, voilà. Donc, c'est là où il y a la problématique. Ce qu'on rencontre dans différents pays, c'est la question, est-ce que je mets un cadre réglementaire avant de lancer les opérations, ou on lance les opérations et après on cherche un cadre réglementaire. Au Maroc, ce qui a été comparativement à la Tunisie, ils ont lancé d'abord le cadre réglementaire. Ça a pris des années et des années de mettre en place un conseil unique des oulémas. Donc il n'y a pas de sharia board dans chaque société. Il y a un seul conseil ouléma qui fait la sharia board. Contrairement à ce qui se passe en Tunisie, l'assurance décès ne pose pas de problème. Donc, au contraire, le marché fonctionne très bien sur tout ce qui est assurance emprunteur. Voilà, donc il y a certaines différences de cela. Donc, si je passe Sinaj. Juste, Mohamed, sur l'assurance emprunteur, elle est très bien en Tunisie. C'est en cas de vie où il y a un problème. C'est les rentes viagères et les capitaux différés. Mais le seul produit qui est vendu par le Takaful, c'est la TD emprunteur. Hein. C'est Ah, toléré. d'accord. Donc, j'ai cru que c'était même l'assurance décès posait C'est problème. juste en cas de vie. En cas de la longévité, c'est elle qui pose problème. Jouer sur la longévité, c'est pas éthique. Exactement. On a une question sur s'il n'y a pas de. Est-ce qu'il y a une réassurance Takaful? Et s'il n'y a pas réassurance Takaful, est-ce qu'on peut faire appel à de la réassurance conventionnelle? Bah, il y a eu historiquement Takaful, il y avait Bestré, il y a des Windows Takaful, il y a à peu près une vingtaine d'acteurs de réassurance qui vendent du Takaful. Je pense que même Minicry a une Windows Takaful. Surtout, la plus connue, c'est ça existe. Anovaruk qui a une Un filiale Overé aussi, Takaful. voilà. Africaré a une filiale Takaful en Égypte. Non, la réassurance Takaful est très, très, très active et très présente. Voilà. Est-ce que le fait d'utiliser le modèle Takaful pour faire du gain n'est pas contraire à la charia? Il faut qu'on distingue. Ça, c'est un point très, 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 très particulier. Souvent, on mélange ce qui n'est pas moral avec ce qui est licite ou pas licite. Faire du gain financier en gérant une solidarité, certains peuvent le considérer pas moral, mais c'est pas illicite. Donc voilà, donc il faut vraiment voir la fine différence entre ce qui est licite de ce qui est moral ou pas moral. Mais Sachant donc, qu'en Tunisie, par exemple, on peut gérer en fait une mutuelle Takaful. Il y a le statut qui existe. C'est pas obligé que ce soit une société anonyme privée, mais créer une mutuelle avec des fonds propres à peu près de 4 à 5 millions d'euros avec des cotisations assez faibles en général, c'est quasiment impossible. Opérationnellement parlant, sur le terrain, il n'y a pas eu une possibilité de faire ça. Mais il y a le modèle, par exemple, pakistanais, où c'est une fondation qui gère. Donc, c'est une fondation en but non lucratif qui gère le fonds Takaful. On appelle ça le Waqf au Pakistan. exactement. Ça marche bien. C'est une vision. C'est vrai que bon. Mais après, il faut savoir que la commission Wakel, elle est limitée par l'État. Par exemple, en Tunisie, on ne peut pas prendre une commission de plus que 28%. Donc, c'est limité donc par le régulateur. Donc, il n'y a pas une dérive de gains extravagants. Voilà. Au contraire, la marge de bénéfice des opérateurs TACAF est plus petite, beaucoup plus petite que les conventionnels. Une petite question sur les actifs. C'est vrai que sur les actifs,
Quand on parle de manque d'actifs, c'est plus dans des actifs type obligations sukuk. Maintenant, les actifs en termes d'actions, on se développe sur pas mal de marchés, ce qu'on appelle un indice d'assurance, c'est ISR, ça correspond à un indice éthique. Donc, il y a Ouais, bien des spécialistes qui ont classé telle action comme Sharia compliant ou pas Sharia compliant, avec des structures de son financement selon son activité. Mais il y a bien sur chaque classe boursière, on peut qualifier des actifs actions comme Sharia compliant et d'autres non Sharia compliant. tout à Donc, fait. ce qui est plus un marché organisé en termes d'obligations, en termes de sukuk. N'est-ce pas, Najd? Tu es d'accord avec C'est le moi? marché des secours qui fait plus, qui a un souci. L'immobilier est Sharia compliant. Les actions, bon, à la limite, de toute façon, ce n'est pas un actif très prisé en général. Les entreprises non cotées peuvent être de plusieurs types aussi. Les dépôts à Hmm. terme sont très liquides et très disponibles vu qu'il y a trois ou quatre banques islamiques. Donc, le marché bancaire islamique date des années 90 en Tunisie. Donc, il n'y a pas de souci sur ce volet-là. C'est vraiment les sukuk que l'État n'a pas encore malheureusement émis un cadre ou n'a pas fait beaucoup d'investissements là-dessus. Donc c'est vrai que là, bon, on ne peut pas offrir beaucoup de rendements. Les rendements Takafoul sont légèrement inférieurs en général. La moyenne du rendement servi sur le marché tunisien conventionnel, c'est du 6 à 7%. Le Takafoul, bah, ils offrent à peu près du 5 à 6%, 1% de moins. Bon, c'est le prix pour être Sharia compliant et puis c'est tout. Une question sur le taux de pénétration. Je pense que c'est un Alors, le, peu le trop marché tôt. d'assurance, c'est 2%, et comme eux, ils sont à peu près le Takaful à 10%, donc c'est 0,2% du PIB à peu près. Ah, donc vous êtes arrivé à 10% sur le marché Deux tunisien? pour cent, 2%. 2%, 2% d'accord. le marché d'assurance, et le Takaful, comme c'est 10% du marché, donc c'est à peu près 0,2% du PIB. Au Maroc, on est en tout début, sachant que les projections projettent un potentiel entre 7 et 12%. C'est-à-dire, à terme, en vitesse de croisière, le marché de Takafoul représentera autour de 7, voire les meilleurs scénarios, 12% d'un marché classique. C'est ce qu'on constate dans les marchés les plus avancés au Hmm. Takafoul. Voilà. Très bien, merci Merci. Najd. Merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas sur le Takafoul. Et on va passer au chapitre suivant sur l'assurance inclusive. On va démarrer par Yacine. Yacine, the floor is yours. Merci, merci Mohamed. Donc effectivement, on va parler de micro-assurance plus précisément. Et j'aimerais justement commencer mon propos en définissant le cadre de quoi nous parlons. Tu l'as un peu fait à l'introduction. Donc effectivement, lorsque nous cherchons à définir la micro-assurance, la notion de protection des personnes avec des revenus faibles revient systématiquement. Donc, protection contre les risques de décès, la maladie, l'accident. Donc, on peut retrouver des contrats de type obsèque. Euh, dans certaines communautés en Afrique subsaharienne, si je prends cet exemple, les frais funéraires peuvent occasionner des dépenses supérieures aux revenus du foyer, donc d'où le besoin d'avoir ce type de protection-là. On retrouve aussi l'assurance emprunteur dans le cadre des crédits accordés par les instituts de microassurance, de microfinance. On retrouve aussi l'assurance santé, l'assurance agricole, avec notamment la niche de l'assurance paramétrique dont Christophe va nous parler tout à l'heure. Donc, pour ne citer que ces exemples-là. Et donc, parce qu'on cherche à atteindre des populations avec des faibles revenus, il va de soi que les primes doivent être accessibles, donc de faibles montants. Tout à l'heure, tu as donné l'exemple du Maroc. Si on s'intéresse à la zone CIMA, le code fixe le seuil maximum de primes mensuelles par individu à 3 500 francs CFA. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est un peu moins de 6 euros. Et le seuil de prime annuel par individu à 42 000 francs CFA, donc un peu moins de 65 euros. Donc, on définit la microfinance par la population cible, le pouvoir d'achat, la situation économique, on peut dire, de la population cible, mais également par la simplicité et la rapidité des process, que ce soit de souscription, des gestions et d'indemnisation.
De manière générale, on va s'entendre sur le fait que les assureurs doivent faire des efforts pour optimiser les parcours, offrir une meilleure expérience client. C'est encore plus vrai dans le cadre de la micro-assurance parce qu'on s'adresse par définition aux couches les plus vulnérables de notre société. Et donc, si on reste sur l'exemple de la zone CIMA, le délai de règlement maximum passe de 30 jours en assurance classique à 10 jours en micro-assurance. Donc ça, c'était pour partager quelques éléments sur qu'est-ce qu'on entend par micro-assurance. Et puisque nous sommes dans le cadre d'un échange organisé par l'Institut des actuaires, et au passage, merci pour cette organisation, l'organisation de ce colloque qui est vraiment un formidable espace d'échange et de rencontre. Donc, on peut se poser la question de savoir, mais quel est le rôle de l'actuaire dans ce domaine? En microfinance, en micro-assurance. Alors, je vais souvent confondre micro-assurance et micro-finance parce que je baigne dans les deux. Donc là, en l'occurrence, en micro-assurance, on retrouve les mêmes bases mathématiques qu'en assurance classique. Il faut être en mesure d'estimer le risque par des modèles mathématiques et donc pour en déduire la prime pure, être en mesure d'estimer les frais de gestion, d'acquisition pour définir la prime d'inventaire et commerciale, mettre en place, définir une méthode de provisionnement adaptée qui permette de gérer les risques dans le temps. Donc, je dirais que le métier et le rôle de l'actuaire reste fondamentalement le même qu'en assurance classique, avec cependant une complexité supplémentaire qui est l'accès aux données. Donc, on s'adresse à des populations qui, par définition, souvent évoluent dans le secteur informel. Donc, l'accès aux données, à la fois sur leurs besoins, leurs comportements, est encore plus difficile. Raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le pricing, l'approche heuristique est souvent celle qui est utilisée et le rôle de l'expérience est vraiment fondamental, central dans ce process. Je pense que Wilfried nous fera un deep dive justement sur le process de lancement et sur le pricing. Donc, je le laisserai un peu plus étayer ce point-là. Et maintenant, si on s'intéresse au contexte africain, j'ai pu, en partant de la cartographie, si on essaie de faire la cartographie finalement de la micro-assurance dans le monde, les dernières données disponibles que j'ai trouvées ont été publiées par l'Organisation internationale du travail avec la fondation de Munich Re, donc dans un document de 2011. Et on y apprend que la part de marché de l'Asie dans la micro-assurance est de 80%. Donc, ce qui veut dire que sur 100 personnes qui bénéficient de la micro-assurance dans le monde, 80 sont en Asie. Avec le cas particulier de l'Inde, qui à elle seule représente 60% de cette part de marché. Donc, on retrouve l'Amérique latine avec 15% et l'Afrique avec 5%. Donc, un truc qui peut interroger. Sachant que de l'autre côté, par exemple, si on fouille dans le site d'Oxfam France, on voit que plus de 60% des populations, entre guillemets, pauvres de la planète vivent en Afrique subsaharienne. Donc là, on n'est même pas dans le continent dans sa globalité, mais on peut déjà s'arrêter là. Le contraste des chiffres est déjà assez saisissant. Donc, on peut se poser la question, nous intéresser sur les causes de ce retard de l'Afrique par rapport à d'autres zones de la planète. Et sur ça, moi, j'ai tendance à citer en premier lieu l'éducation assurantielle. Est-ce que les personnes concernées sont-elles au courant de l'existence de ce type de mécanisme qui finalement contribuent à réduire leur vulnérabilité face aux aléas de la vie? Tout porte à croire que non. Et sur ce point-là, je pense que les assureurs ont leur rôle à jouer. Il faut investir dans les campagnes de communication, de sensibilisation et de vulgarisation de l'assurance qui comporte un coût qu'il faut accepter de supporter. On peut aussi citer les coûts liés à la gestion et à la distribution de ce type
de ce type d'assurance qui peut être rédhibitoire pour certains assureurs, notamment lorsqu'on tient compte de l'exigence d'avoir des parcours simples et rapides, sachant qu'on s'adresse à des volumes très importants en termes de nombre de contrats et de clients. Et sur ce point, le modèle de Finafrica, avec une forte synergie entre l'assurance et la microfinance, permet de lever en partie cet obstacle. Donc la microfinance qui va jouer à la fois le rôle de souscripteur et de distributeur. Et par ailleurs, on a parlé tout à l'heure du rôle important de l'expérience. La proximité et la relation privilégiée, on peut dire que la microfinance peut avoir avec sa clientèle peut nous servir justement à améliorer notre connaissance et notre expérience par rapport à cette population cible. Et un autre levier qu'on peut citer pour contourner un peu cet obstacle, c'est l'innovation technologique. Le taux de pénétration du téléphone mobile est important en Afrique. Et même si la couverture Internet n'est pas encore optimale, on peut utiliser certaines technologies comme l'USSD. Et là-dessus, je peux citer l'exemple du Rwanda, au niveau duquel on a lancé un produit d'épargne, de micro-épargne, où le client a la possibilité de cotiser des montants très faibles, c'est à partir de 100 francs rwandais, c'est quelques centimes d'euros, et au rythme qu'il souhaite. Donc, c'est un produit full digital. Le client fait ses cotisations et ses demandes d'achat directement par son téléphone via le SSD. Et donc, il n'y a nul besoin de disposer d'un smartphone pour bénéficier de cette offre. Et donc, derrière, ça nous donne la possibilité de rendre accessible un produit qui est l'épargne, qui souvent peut être considéré peut-être à tort comme un produit d'élite. Et dans les facteurs qui peuvent citer un peu qui peuvent expliquer le retard relatif de l'Afrique par rapport à d'autres zones du monde, on peut citer l'implication très timide des États, de nos États, dans la mesure où la micro-assurance est clairement un outil de performance sociale qui contribue à la sécurité financière des populations avec de faibles revenus, qui contribue à un meilleur accès aux soins de santé et donc, in fine, à réduire la pauvreté. Je pense que c'est raisonnable de se dire que des mécanismes comme des subventions devraient être mis en place pour justement booster ces secteurs. Et tout à l'heure, nous avons parlé de la part de marché de l'Inde en micro-assurance. Et en ce sens, l'exemple de l'Inde est très intéressant parce que c'est un pays où le gouvernement subventionne certaines branches de la micro-assurance, comme la santé, l'assurance agricole et aussi pour les bétails. Mais il y a surtout le rôle central que joue le régulateur national dans la sensibilisation, dans la promotion auprès des populations cibles en s'appuyant sur les ONG et les communautés. Et donc, c'est clairement des modèles qui peuvent et doivent nous inspirer à améliorer la pénétration de la microfinance dans nos pays où le besoin est clairement présent. Donc voilà, pour ne pas faire très long, ma contribution sur la microassurance. Très bien. Merci Yacine. J'ai deux petites remarques avant de voir s'il y a des questions et de continuer avec Wilfried. C'est vrai, tu as cité les frais funéraires comme un produit de microassurance. Souvent, quand on regarde le taux de pénétration de l'assurance par pays, souvent on est surpris par le taux de pénétration en Afrique du Sud. Le taux de pénétration de l'assurance en Afrique du Sud avoisine les 12-13%. Il dépasse largement les pays européens. L'explication, à mon avis, l'une des explications, c'est la culture de l'assurance des frais funéraires en Afrique du Sud. C'est une affaire culturelle où la population noire en Afrique du Sud s'assure mais à 100% en frais funéraires. Donc, c'est culturel pour les frais funéraires. Ça, c'est une des explications avancées. Tu as cité l'Inde. C'est vrai, l'Inde subventionne, mais il me semble, il y a une quinzaine d'années, j'avais mené une étude comparative. Il me semble qu'il y a une quinzaine d'années, l'Inde avait obligé les sociétés
qui veulent pratiquer l'assurance en Inde d'avoir au moins 5% de leur chiffre d'affaires en microassurance. Donc, je pense qu'au démarrage, il y avait une obligation de promouvoir et de vendre de la microassurance et qui doit représenter une certaine part de leurs produits. Après, la culture assurantielle en Afrique, juste un exemple à titre d'anecdote, avec s'il y a nos amis de l'Afrique subsaharienne avec nous, au Congo RCD, le taux de pénétration de l'assurance, c'est les meilleurs au nord-est qu'au centre et au sud. Et au nord-est, c'est une population anglophone proche du Rwanda et là-haut. Et là-bas, la population anglophone, ils ont plus une culture assurantielle, ce qu'on a remarqué sur le marché congolais, que la moyenne. Donc, est-ce que c'est parce que aussi on a parlé de l'utilisation du paiement par téléphone, on a parlé des insurtech qui fleurissent dans le monde anglophone là-bas? Peut-être. Donc, si vous avez des réponses, on est là, on est preneur. Des questions sur le modèle de microassurance qui peut permettre à l'Afrique de se développer, sortir de la pauvreté ou pouvoir y investir. Je propose de garder cette question après la présentation de Wilfried, qui va être... oui, cette présentation-là de Yacine était en oral seulement, ce qui explique qu'il n'y avait pas de slide. Mais Wilfried, tu peux nous partager ta présentation. Je vais arrêter le partage de mon côté et je te cède la main pour partager tes slides. Ok, merci Ton beaucoup. micro, voilà. Oui. Merci, M. Mohamed. Hein? Alors, mon écran, vous avez mon écran? C'est bon? Oui, Ok, c'est Wilfried, s'il te plaît, soit tu réduis. Voilà, c'est très bien. c'est bon, ok, ça marche. Très bien. Alors, merci, bonsoir tout le monde. Dans cette présentation, nous allons plus en parler de l'inclusion en assurance de façon globale et toucher quelques points spécifiques en matière de la tarification et les implications actuarielles. Alors, qu'est-ce que l'inclusion financière? C'était un peu déjà abordé par M. Mohamed et Madame Yassine. Alors, l'inclusion financière, en résumé, c'est l'ensemble des mécanismes mis en place pour lutter contre l'exclusion bancaire et financière et assurantielle. Donc, elle comprend toute une gamme de produits et de services. Et lorsque nous parlons des services, il y a les services financiers, des services non financiers. Alors, et qui sont naturellement rendus possibles et rendus accessibles aux populations non desservies ou mal desservies, et plutôt que de cibler exclusivement des personnes à faible revenu ou pauvres. Alors, il faut comprendre aussi que quand nous parlons de l'inclusion financière, et ça cible les femmes et les jeunes, les nano et micro, petites et moyennes entreprises et les producteurs agricoles qui ont une très faible couverture au plan africain en matière d'assurance. Alors, ce qui concerne les services financiers et les services financiers que dispose l'inclusion financière, et nous avions non seulement les moyens de transfert d'agence et les paiements digitaux, et nous avions aussi la finance inclusive qui, qui, qui qui comprend les produits de crédit, les produits d'épargne, les micro-épargne, les micro-crédits. Nous avions les solutions d'assurance inclusive qui font partie des services financiers aussi. Et là, nous avions certaines couvertures spécifiques qui garantissent les décès, la santé, les accidents, l'incendie, les risques climatiques et autres. Il faut aussi noter que parmi ces services financiers, nous avions les micro-pensions qui sont destinés à la sécurité sociale des secteurs informels et ruraux. Et puisqu'il faut noter que en Afrique, près de 80% de la population ciblée et par l'inclusion financière se trouve dans les zones rurales. Alors, à part les services financiers, nous avions les services non financiers qui constituent aussi un socle important pour l'inclusion financière. Et il s'agit donc de l'éducation financière, la sensibilisation qui est très importante, et la formation
non seulement des promoteurs, mais aussi des consommateurs, sensibilisation des consommateurs, et le partage d'expérience et d'expertise. Alors, en revenant à l'inclusion et à l'assurance inclusive. Alors, on avait déjà dit que l'assurance inclusive est un service, fait partie des services financiers, des services financiers que dispose l'assurance, que dispose l'inclusion financière. Alors, il faut noter que il comprend des produits d'assurance destinés au marché non desservis ou mal desservis, pas forcément la population pauvre ou les populations à faible revenu. Donc, c'est des solutions disposées et, à une population mal desservie ou totalement non desservie. Donc, aussi, elle souhaite que ces produits soient destinés surtout aux adultes. Et le principe de l'inclusion, de l'assurance inclusive, c'est que les produits doivent être des produits simples à travers tout ce qui est documents contractuels et dans la forme des produits simples, très compréhensifs. Il faut que la population et les cibles puissent comprendre le produit en question et le marketing, la communication marketing soit vraiment orientée compréhension du produit et soit succincte pour que cette cible, la cible qui n'a pas un haut niveau en éducation financière, qu'on soit maîtrise et puisse comprendre rapidement le produit. Le produit doit être aussi accessible et quand on parle de l'accessibilité du produit, non seulement ça, il faut miser sur la rapidité de souscription et d'indemnisation, mais aussi doit être très proche, en fait, le, la souscription, les points de vente doivent être très proches des populations, si possible. Carrément aussi solliciter la digitalisation pour booster l'assurance inclusive. Alors, et ces produits doivent être abordables. Donc, il faut tenir compte réellement de la capacité ou la volonté de payer du client, de multiplier du client. Il faut prendre ça en compte et pour ne pas rendre ce projet et pour ne pas tuer le produit en fait. Donc, il faut tenir compte de la capacité, de la volonté de payer du client et lors de la tarification. Alors, c'est des produits et les produits d'assurance inclusive doivent être des produits de valeur et très efficaces. Alors, donc, quand on parle de produits de valeur, donc ça doit avoir une valeur ajoutée et alors, ça doit forcément garantir une valeur ajoutée de façon très spécifique à la population ou à la cible. Efficace en matière surtout de paiement des sinistres. Donc, pas trop de tracasseries, il ne faut pas fatiguer les adhérents et les consommateurs. Il faut qu'ils sentent qu'ils sont vraiment qui sont les rois, quoi. Ils sont les clients VIP. Donc, ils sont vite servis. On indemnise rapidement les sinistres et pas trop de tracasseries en matière de documentation, de documents à fournir et comme ça et comme ça. Alors, il faut noter que la micro-assurance est un sous-ensemble de façon globale de l'assurance inclusive. Nous devons nous demander pourquoi alors l'assurance inclusive. L'assurance inclusive est très importante parce que ça fait partie, ça impacte directement les ODD, les objectifs de développement durable des Nations Unies en ce qui concerne l'éradication de la pauvreté, la lutte contre la faim, et la lutte contre les inégalités et la résilience face au changement climatique. Il faut voir aussi qu'elle est importante parce qu'elle permettra d'atteindre les 4 milliards de clients que dispose aujourd'hui le marché mondial. L'autre chose que nous remarquons en Afrique, où l'assurance sécurité doit être vraiment déployée, c'est qu'il y a un faible taux, comme l'a dit tout à l'heure Madame Yacine, et un faible taux de pénétration en Afrique. Lorsque nous prenons au plan mondial, l'Afrique, le taux de pénétration est autour de 1%, hors Afrique du Sud. Avec l'Afrique du Sud, on tourne autour de 2,9. Et cela est dû spécifiquement à la faiblesse du pouvoir d'achat de la population, qui est liée au PIB par habitant. Donc, vous allez constater ici le PIB par habitant sur le plan africain aussi autour de 1500, hein, de 1500. Sur la zone CIMA, prenons la zone CIMA, la réalité en zone CIMA ici, ça aussi autour de
de 1500 et 1500 dollars. Et nous notons aussi pour ces pays de la zone CIMA qu'il y a une forte corrélation avec le salaire minimum garanti et le SMIC des populations. Donc, quand vous observez, vous allez voir que les PIB sont pratiquement en corrélation avec le SMIC et des populations. Il faut aussi noter que en zone CIMA, pour développer des produits inclusifs, d'assurance inclusive, il faut vraiment tenir compte aussi de l'indice de pauvreté et qui montre que l'extrême pauvreté atteint près de 20% de la population en zone CIMA et 20% vivent donc moins de 2,15 dollars américains par jour. Donc, vous voyez, donc il faut en tenir compte dans nos produits et dans nos projets dans nos propositions de produits afin de rendre vraiment ces produits inclusifs. Alors, les partenariats multipartites sont vraiment importants pour réussir les projets d'assurance inclusive. Il faut des partenariats entre les assureurs, micro-assureurs et les prestataires de services techniques et avec les prestataires de distribution, les agrégateurs. Donc, il faut un partenariat triangulaire bien assis. Chacun doit connaître ses rôles, ses interventions et sa responsabilité. Donc, les responsabilités doivent être vraiment situées et bien élaborées. Alors, les prestataires de distribution sont directement liés aux clients qu'ils doivent desservir. Alors, donc, c'est un peu ça. Donc, les partenariats multipartis sont très importants en matière d'assurance inclusive ou même le partenaire de distribution, l'agrégateur joue un rôle très, très important, très important parce qu'il est directement l'intermédiaire entre les clients et les abonnés et l'assureur et ses prestataires de services techniques. Alors, pour le processus de développement des produits, contrairement à ce qui se passe de façon classique où l'assureur fait un produit, bon, et met le produit de façon générale et à la disposition de la population. Ce qui est conseillé ici, c'est de partir de l'institution ou de la population cible ou du pays, identifier, non seulement identifier le risque et ce qu'on veut apporter comme plus-value à la population, faire l'étude correcte sur la garantie à proposer. Et déjà, dans cette étude, on essaie en même temps de voir les partenaires avec qui on peut, les partenariats, de nouveau déjà commencer à voir les partenaires avec qui on peut travailler et bien cerner, poser de belles questions, des questions pertinentes afin de bien circonscrire les problématiques et qu'on doit essayer de lever pour que le produit soit viable. Alors, donc, et après cette étape-là, on tombe sur la conception du produit. Donc, tout ce que nous avions ici et les remarques observées lors des enquêtes et vont contribuer maintenant pour la conception du produit. Les partenariats déjà lancés, qu'est-ce que les gens proposent comme partenaires, on prend tout ça en compte afin de charger correctement, de réaliser le chargement optimal du produit. Alors, il faut passer maintenant à la tarification en tenant compte de la volonté du client, surtout du consommateur à payer. Et il faut en tenir compte, partir de ça et décliner la prime et jusqu'à obtenir peut-être la prime à payer ou la cotisation à faire payer aux clients. Donc là, il faut après cela passer aux périodes de test, de déploiement graduel et la surveillance de façon continue. Alors, les implications actuarielles, le point de départ d'abord, c'est d'abord le besoin et le willingness to pay et la volonté de payer et du client. C'est très capital. Donc, il faut voir le besoin réel, cibler le besoin réel de la population, de l'institution. À côté de ça, voir la volonté de payer, qui est d'ailleurs la clé du succès. Alors, après ça, il faut que les produits soient rentables. Il faut vraiment que les primes soient raisonnables, des primes minuscules pratiquement. Et il faut aussi atteindre une masse critique. Il y a un nombre donné à atteindre avant que ces produits d'assurance inclusive soient vraiment rentables. Simplifier l'administration et donc en mettant en place, en utilisant les nouvelles technologies et pour fournir rapidement les services. Utiliser des canaux de distribution très, très proches des clients. Alors, pour la tarification, il faut vraiment contextualiser la tarification, tenir compte de la communauté ciblée, le pouvoir d'achat de la population, et le PIB, le SMIC,
l'indice de pauvreté, tenir compte de ces éléments et la technologie facilitant l'accessibilité, qu'est-ce qu'on avions pour être plus proche des clients, qu'est-ce qu'on peut faire, tenir compte de tous ces éléments et pour et maintenant passer aux dépenses liées à la conception, le pilotage, la distribution et l'administration. Alors donc, comprendre le contexte est précieux, pour réussir cette tarification. La conception des produits simples et abordables. Il faut que les produits soient vraiment simples, digestes et abordables. Simples en telle sorte aussi que nous devons éviter d'exclure, taux d'exclusion sur les produits, pas trop d'exclusion et de réduire un peu les délais de carence, réduction des délais de carence, même des fois sauter les franchises si possible. Donc, on peut donc faire tout possible pour que ces produits répondent à ces principes simples et abordables. Et donc, se baser aussi sur la créativité, l'innovation, aller toucher réellement ce qui n'est pas encore pris en compte, le besoin réel de la population, et tester, apprendre, surveiller les indicateurs de performance, inclure naturellement une marge de sécurité raisonnable. Alors, on dit si la prime est supérieure à la volonté de payer, et forcément, c'est clair que le marché, il faut retourner sur le marché. Donc, on risque d'arrêter la vente de produits. Alors, parlant des indicateurs de performance, il est donc conseillé un règlement, de régler ces sinistres avec sérénité ou les prestations avec sérénité et surtout les sinistres quand tourne autour moins de 60-70% de taux de règlement. Alors, le taux de sinistre soit autour de 60-70%. Le ratio de charge opérationnelle entre 0 et 20%. Le ratio de revenu net autour de 10%, le taux de renouvellement, qui est beaucoup de renouvellement, donc autour de 80 à 100% de renouvellement sur les produits, et le taux de rejet de sinistre soit autour de 5% ou plus. Alors, la majorité donc, de nos populations ont besoin d'assurance inclusive et donc il faut les écouter, il faut qu'on les écoute et les considérer comme nos nouveaux clients VIP en offrant donc des produits tenant compte de leur capacité à payer, des produits qui sont soifs et en partenariat avec des prestataires de services techniques et des canaux de distribution. Alors, c'est la fin. Je remercie donc Madame Renata, déléguée générale d'Actuel du Monde, pour l'assistance, le conseil dans la préparation de cette présentation et aussi l'association pour la promotion des sciences actuarielles du Bénin. Merci beaucoup, M. Mohamed. Et merci à tous pour le suivi. Merci Wilfried pour ta présentation. Nous allons voir si nous avons des questions, quelques réflexions. C'est vrai que tu as posé des questions très importantes. Quelle tarification pour de la microassurance? La microassurance, nous sommes confrontés, un exemple personnel, je discutais avec des gens de la famille pour leur présenter leur présenter des produits de microassurance. On parle par exemple de 10 euros par mois. La réponse était de dire, moi je préfère mettre 10 euros par mois en épargne chez moi. Le jour où j'ai un malheur, j'ai l'argent sous la main. Alors que là, on est en train de se battre pour leur dire, au lieu de faire un petit épargne sur un niveau individuel, on vous propose un système assurantiel qui peut aller au-delà de l'épargne individuelle. Donc, à mon avis, un actuaire qui veut tarifer ce genre de produit doit accepter d'oublier ses classiques, doit accepter, à la limite, si j'ose dire, une sous-tarification. Et là, on rejoint ce qu'a proposé Yacine. Je pense qu'une partie de la réussite réside aussi par la recherche de subventions pour financer ce genre de produit. Ça, j'y crois. J'en veux pour preuve dans des expériences au Maroc où, par exemple, pour promouvoir de l'assurance auprès des petits vendeurs, il faut que leurs fournisseurs participent à cet effort. Par exemple, dans le plan marketing des fournisseurs,
les fournisseurs sont souvent des groupes internationaux, Procter Gamble, Unilever ou d'autres. Dans le cadre de leur politique marketing ou de communication, ils peuvent financer une partie de l'assurance de leurs détaillants. Ça peut encourager la prise, la prise en considération de ces produits. Un point très important aussi, ça ne va pas faire plaisir aux actuaires réglo, il faut accepter l'antisélection. Moi, je crois que le fait d'accepter l'antisélection, car l'antisélection, c'est vrai, on n'assure pas les malades, mais quand tu lances une assurance santé pour une population défavorisée, ce sont les malades qui vont venir en premier. Et ces malades-là vont tester ton produit. Donc, le jour où tu acceptes d'assurer des malades et que tu vas payer ces malades-là, ils vont te faire une pub d'enfer. Ça veut dire qu'il faut réduire ton budget de marketing, accepter de l'antésélection pour les gens qui ont goûté à tes sinistres vont te faire de la publicité. Exactement. Une question, est-ce que les assureurs classiques sont prêts à faire de la microassurance? Yacine, tu as une suggestion? Oui, oui, certains assureurs, entre guillemets, dits classiques, effectivement, se lancent dans ce marché-là. Et si je prends l'exemple du Sénégal, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de compagnie de micro-assurance. Il n'y a pas d'agrément de micro-assurance à une compagnie qui ferait que ce segment-là. C'est les assureurs dits classiques qui aussi font la branche micro-assurance. Donc, il y en a qui acceptent de le faire. J'ai vu rapidement une question sur la rentabilité. Donc, effectivement, et là, je rejoins ce que tu disais, Mohamed, si on le prend par le coup de la rentabilité, personne ne va se lancer. Je regardais par exemple un produit que j'ai eu à tester à un moment donné de ma carrière. On est sur des ratios de sinistralité de 119%. Donc, effectivement, pour se lancer dans ce type de produit, il faut accepter clairement de perdre de l'argent au début. Il peut y avoir des solutions comme... Oui. Donc, je disais, il peut y avoir on peut trouver des solutions comme les subventions. Et ce que tu disais, Mohamed, est très juste. C'est-à-dire qu'on perd de l'argent au début, mais on peut miser sur la promotion, sur la publicité que ça fait derrière, qui va drainer du volume, et on finira par atteindre le point d'équilibre. Et je tiens de cette fenêtre-là à saluer les autorités, le régulateur au Maroc. S'il y a des personnes de la CAPS ici présentes, je les salue. Le régulateur au Maroc, pour les produits de microassurance, par exemple, notamment en hospitalisation, a interdit l'exclusion des maladies antérieures, ce que je salue, et a interdit la résiliation. C'est vrai que c'est des sacrifices qu'un assureur traditionnel doit faire pour promouvoir les produits d'assurance auprès de cette population-là. Je vous propose, car il me reste encore quelques présentations, de passer à Christophe. Christophe va nous présenter un exemple intéressant de l'utilisation du paramétrique pour promouvoir de la microassurance. Donc, la parole est à toi. Donc, merci Mohamed. Donc, je vais vous présenter rapidement comment l'assurance paramétrique peut être un outil pour l'assurance inclusive. Et pour ça, je vais commencer déjà par présenter un peu ce que c'est l'assurance paramétrique avant de passer sur un exemple. Donc, l'assurance paramétrique, c'est une assurance qui va couvrir un fait générateur qui est représenté par un paramètre exogène. Et on a une indemnisation qui, elle, est déterminée par une formule qui est dans le contrat. Donc, ce qu'on voit dans ce concept-là, c'est qu'on est vraiment déjà dans une logique forfaitaire et pas dans une logique indemnitaire. Souvent, en assurance dommage, l'assureur va indemniser un préjudice. Là, on va plutôt être dans une logique forfaitaire qui, on peut penser notamment aux garanties individuelles accident, va se rapprocher un petit peu de ce qui existe en assurance vie ou assurance décès, où, par exemple, en cas d'invalidité, si on a un impact, enfin, si on perd une main, par exemple, ça va donner droit à tel pourcentage
d'un capital garanti à l'avance. Mais là, on va être un petit peu dans la même logique au niveau de l'assurance paramétrique, dans une logique forfaitaire. Euh, enfin, une autre façon aussi de le voir, c'est que l'assurance paramétrique, on ne va pas couvrir le sinistre, mais on va couvrir le fait générateur. Donc, c'est l'événement qui va contribuer au préjudice, qui va être finalement le déclencheur de la garantie et pas le sinistre en tant que tel. Donc, les domaines de l'assurance paramétrique sont des domaines d'application sont vastes. Mais on estime qu'au niveau mondial, il y a à peu près 90% du chiffre d'affaires qui est plutôt sur les événements naturels au sens large, donc les risques climatiques ou les événements naturels comme les tremblements de terre, mais on peut le retrouver aussi sur de l'assurance cyber, sur du risque politique, du coût de la violence. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, Mohamed, si tu peux passer sur le slide suivant. Euh, oui, si tu peux appuyer désolé, il y avait une animation pour montrer l'ensemble, mais le concept, justement, quand on travaille et qu'on conçoit des couvertures d'assurance paramétrique, on a un peu une inversion, justement, du cycle de l'assurance classique, puisque finalement, dès le départ du contrat, avec le fait que on a une estimation de l'indemnité qui est fixée par une formule, ben, finalement, on doit vraiment penser au sinistre. Donc, les étapes clés quand on conçoit ce genre de garantie, ben, c'est le choix des paramètres, des seuils et du montant, qui va ensuite ben, déterminer avec une formule un seuil d'action et enfin ben, le mode de remboursement. Donc là, à titre d'exemple, et Mohamed en a déjà un petit peu parlé, une réassurance paramétrique qui a été mise en place par le fonds de catastrophe, pardon, le fonds de solidarité des événements catastrophiques au Maroc était une garantie et toujours d'ailleurs, puisque ça a été renouvelé, une garantie qui se déclenchait en cas de tremblement de terre et sur lequel ben, l'indice qui avait été retenu, donc c'est l'indice MMI, qui mesure l'intensité et l'impact de tremblement de terre. Le seuil, en l'occurrence, ça avait été fixé à 5 sur cet indice. Et lors de du tremblement de terre qui a eu lieu il y a un an maintenant, bon, cet indice avait atteint des niveaux de 6,7 et donc ça avait déclenché le paiement du pool de réassureurs d'à peu près 275 millions de dollars. Et on était déjà dans une phase un peu d'assurance inclusive, puisque ce fonds a pour vocation à couvrir les personnes mal assurées ou pas assurées en cas de catastrophe. Donc voilà, on retrouve un peu dans cet exemple les trois composantes, donc ce choix de paramètres, ce seuil, et puis une formule de calcul qui permet de déterminer le montant de la garantie. Juste un petit mot, Christophe, si tu le permets, puisque tu en as Oui. parlé. En plus, il y a eu des questions sur le séisme. C'est vrai, le Maroc a connu un séisme il y a exactement un an et 2 jours. Et c'était la première expérience. D'un côté, le fonds de solidarité contre les catastrophes naturelles a bien marché. Ça veut dire que c'est là où il y a eu cette réassurance paramétrique. Et dans même pas 15 jours ou 3 semaines, ce fonds a reçu le paiement de l'ensemble des réassureurs qui était à peu près de 300 millions de dollars. Il y avait une question sur la gestion. Les sociétés marocaines, ils ont décidé de confier la gestion des sinistres catastrophiques à un seul opérateur, qui est la CAT. C'est pas CAT n'est pas comme catastrophe, c'est CAT comme compagnie assurance transport. Mais ça tombe bien, c'est le nom va. Donc, et les assureurs marocains, ils sont en train de traverser cette première expérience. Les assureurs européens moi j'étais en France, mais les assureurs français sont habitués. Ça reste quand même un choc, le passage d'une catastrophe et de gérer le nombre de sinistres générés par des catastrophes, notamment la première phase d'expertise. Je pense que le Maroc est en train de bien résister
Donc, on est en plein. Certaines compagnies ont fini leur expertise, d'autres n'ont pas encore fini les expertises. Euh, la problématique pour les assurés, donc ils seront payés sur un principe indemnitaire, comme a expliqué Christophe, avec des plafonds, néanmoins. Pour le fonds de solidarité, il y a encore des questions, est-ce qu'il y a de la reconstruction et autres, mais on est en plein recensement des, des, des j'ose pas appeler ça des assurés, parce qu'à l'origine, c'est un fonds de solidarité pour les non-assurés. Mais on est en train de recenser les dommages et voir comment est-ce qu'il y a est-ce qu'on reconstruit ou qu'on indemnise, indemnise forfaitairement. Voilà. C'était juste une parenthèse sur le séisme au Maroc. D'accord. Merci Mohamed pour ces précisions. Euh, Peut-être pour aussi compléter sur cette partie conception du produit d'assurance. Non, si tu peux rester juste sur les deux slides précédentes avant que je passe voilà. Avant que je passe sur la partie inclusive, peut-être sur les spécificités un peu actuarielles sur l'assurance paramétrique. Il y a pas, enfin, euh, il va y avoir les spécificités des risques sous-jacents. Donc, lorsqu'on va couvrir les risques, notamment des risques climatiques ou des événements naturels, ben, en tant qu'acteur, il va falloir qu'on regarde les risques d'agrégation et qui, là, ben, ils sont matérialisés par un indice, donc on les voit de façon peut-être un peu plus forte, mais il faut qu'on gère l'agrégation. Après, les approches en termes de tarification vont être identiques à celles de l'assurance traditionnelle. Peut-être par rapport à une des questions qui a été posée, merci Eric. Sur les risques climatiques, on va redresser les modèles et l'expérience passée pour tenir compte des données climatiques les plus récentes. Et Eric sait très bien que le paramétrique a démarré aussi dans les retards d'avion, dans des choses autres que les catastrophes. Oui, en effet. Alors pour rentrer justement sur un exemple d'application pour l'assurance inclusive, donc ça c'est sur le slide suivant, c'est l'exemple de paysans en Jamaïque qui se financent au niveau de la récolte, qui sont financés par des sociétés de microfinance. Et enfin, c'est une zone qui est exposée aux ouragans, et forcément, lorsqu'il y a des ouragans, des tempêtes, ça détruit les récoltes. Un peu comme Yacine l'avait évoqué pour lier l'assurance emprunteur, enfin, en microfinance avec les microcrédits qui sont accordés, là, ce sont des événements naturels qui empêchent les paysans de rembourser leurs microcrédits en cas d'ouragan. Donc là, c'est une couverture d'assurance, c'est une couverture d'assurance paramétrique qui a été mise en place avec les instituts de microfinance en Jamaïque, et qui, justement, dans le mode de fonctionnement, permet de verser à ces instituts des fonds qui ensuite permettront justement aux paysans de ne pas rembourser ces microcrédits. Donc on est dans un montage, justement, on peut fonctionner avec un paiement extrêmement rapide, de façon à bien modéliser le risque. La Jamaïque avait été divisée en 4 tuiles hexagonales, et un paiement par tuile avait été défini suivant le niveau des vents qui était observé. Là, en l'occurrence, dès que ça dépassait catégorie 3, ça générait 100% de la limite. Et il y a presque 2 mois maintenant, il y a eu l'ouragan Beryl qui est passé au large de la Jamaïque, bon, qui a eu d'autres impacts dans les Caraïbes. Et il y a 45% de la limite qui a été réglée aux instituts de microfinance, qui a permis justement de soulager le remboursement de ces fermiers impactés par l'ouragan.
Donc, si on veut généraliser un peu les avantages que l'assurance paramétrique, c'est sur le slide suivant, peut apporter à l'assurance inclusive, ben, le premier élément, ben, c'est ce côté vraiment rapidité des paiements. On est sur des choses qui se font en quelques jours et même sur des montants extrêmement importants, comme l'a souligné Mohamed pour le Maroc. C'est voilà, en 2, 3 semaines, ça avait été ça avait été remboursé. Bon, il y a une transparence qui est aussi importante puisque si l'événement survient, il y a une indemnisation et c'est quelque chose de systématique. Un autre avantage, c'est le coût de gestion des sinistres qui est très faible. On se base sur la donnée, on se base sur des indices, il n'y a pas besoin d'envoyer un expert et ça permet de gérer la masse. Enfin, Yacine et Wilfried ont mis en avant les questions de coût du fait qu'on a un nombre, enfin, des petits volumes de prix, mais un nombre très important de clients au niveau de l'assurance inclusive. Et le fait d'être sur des indices et des paramètres permet de réduire ses coûts. Enfin, ça réduit je dirais, l'antisélection, l'aléa moral et puis les risques de fraude, on va se reposer sur un paramètre qui est exogène. Donc, quelque part, la façon, enfin, si reprend l'exemple du fermier, finalement, on va, enfin, dans l'indemnité qui est versée, ça va être quelque chose qui va être proportionnel à ce que le fermier aurait obtenu s'il avait appliqué des bonnes pratiques et que l'événement ne se soit pas produit. Donc le fait qu'il soit assuré pour son rendement, pour un rendement ne va pas dépendre de son comportement. Le point peut-être d'attention, et puis c'est aussi là où nous, en tant qu'actuaire, on a un rôle à jouer, ben c'est vraiment sur ce qu'on appelle le risque des bases, puisqu'on est dans une logique forfaitaire et une logique de formule. Ben, il faut qu'on s'assure aussi que l'indemnité est bien corrélée et on limite l'écart entre le montant qui est versé et le préjudice subi par l'assuré. Mais voilà, Exactement. en conclusion, l'assurance paramétrique est un outil pour l'assurance inclusive. Il y a beaucoup d'autres façons de faire de la micro-assurance ou de l'assurance inclusive. Euh, mais voilà, Mais je merci m'arrête beaucoup, en récupérant Christophe. vos questions, aussi conscient du temps qui est. On est rattrapé par le temps. Oui. Il y a quelques questions et je propose de passer à notre dernier présentateur, Gilles. Juste une petite réflexion. Euh, on peut pas assurer les risques climatiques via par l'assurance paramétrique. L'assurance paramétrique est un outil. Mais la problématique des risques climatiques, c'est comment financer ces risques-là, car on sait que ces risques-là vont arriver. Maintenant, peut-être qu'il y aura des assurances qui assurent l'écart entre la trajectoire prévisionnelle et les dégâts réels. Voilà, donc c'est plus une problématique de financement qu'en fin de compte d'outils. Le paramétrique permet, comme a dit Christophe, de faciliter les procédures, surtout si on a... Non, surtout, il faut prendre un paramètre qui est lié au sinistre. Voilà, donc c'est plus pour faciliter que trouver une solution miracle. Merci. Gilles, à toi, ton micro. Oui, rebonsoir, merci à tout le monde. Je vais partager mon écran. Donc, vas-y. Christophe, je pense qu'il faut que tu... Voilà, Voilà, donc merci. Est-ce que c'est bon? Parce que du coup, très bien. Ok, parfait. Alors, un instant, juste activer le pointeur laser. Voilà, alors nous, notre travail est basé sur le constat que dans les pays de la zone CIMON, on a commencé, mais bon, c'est valable dans beaucoup de pays en développement, il n'y a pas de table prospective. Même dans les pays d'Europe de l'Est, on n'en a pas, comme en Roumanie par exemple. Donc le but, c'était de développer des modèles
pour la construction de tables de mortalité prospectives spécifiques aux pays émergents et en développement. Donc, le travail est fait avec Stéphane Loisel, qui est chercheur au CNAM, et Antoine Parent, qui est chercheur à Paris 8 et professeur aussi. Voilà. Moi-même, j'appartiens au laboratoire SAF de l'ISFA. Alors, notre sommaire va consister à proposer un cadre historique et conceptuel, ensuite de voir les problèmes et les limites des modèles actuels classiques, proposer des méthodes originales pour résoudre ces problèmes, faire quelques cas empiriques et voir les perspectives et travaux futurs. Alors, dans le titre de notre sujet, on parle de cliométrie. Alors, je vais aller vite. Cliométrie, Clio, c'est la muse de l'histoire et métrie, c'est la mesure. Donc, c'est une approche quantitative de l'histoire et non à travers des événements spectaculaires, etc. Donc, c'est une approche multidisciplinaire, quantitative et surtout de très long terme. Donc, en gros, plusieurs générations. On travaille à la fois sur des données démographiques, sociales, éducatives, économiques ou climatiques ou environnementales. Cette approche nous permet une lecture des événements historiques par rapport à ces variables quantitatives, ce qui nous permet souvent de détecter des tendances de long terme et des schémas transitionnels quand il en existe. Et enfin, de faire de la prospective à long terme une fois les schémas et les tendances de long terme identifiés. Le premier phénomène transitionnel sur lequel nous sommes appuyés dans nos travaux, c'est la transition démographique, que vous connaissez tous, mais je peux passer dessus rapidement. On passe d'un régime de pré-transition où le taux de mortalité qui est en rouge et le taux de natalité qui est en bleu sont élevés, mais avec une sorte d'équilibre dynamique, à un régime de post-transition où vous avez les mêmes taux qui sont nettement plus bas, où vous avez une natalité très faible et une mortalité faible aussi qui l'accompagne. Voilà. Entre les deux, vous avez la population qui augmente, qui se stabilise, parfois qui baisse selon le type de pays auquel on a affaire. Voilà. Je passe rapidement dessus. Alors, notre travail a consisté à faire des constats méthodologiques, empiriques, et en fonction de ces constats, d'en profiter pour proposer des approches pour améliorer les techniques actuelles. Donc, ce que nous constatons sur la courbe ici, c'est des courbes de mortalité pour la France, hein. Donc, chaque courbe représente un âge donné qu'on suit dans le temps long, hein, depuis 1806. Et donc, ce que nous constatons, c'est que les courbes de mortalité ne se ressemblent pas, n'ont pas la même allure et, et aussi ont des décalages dans le temps. Même quand on observe des baisses, les baisses peuvent commencer à des moments différents selon l'âge. Et donc, les modèles classiques les représentent, les modélisent par, comment on va appeler ça, une composante unique temporelle qui sert de variable explicative en quelque sorte. Et nous, notre approche va dire qu'il faut une composante temporelle qui soit adaptée à chaque âge. L'autre constat méthodologique que nous faisons par démonstration, il faut le démontrer, c'est que le modèle de base aujourd'hui qui est utilisé pour les prévisions de mortalité à long terme, c'est le modèle de Lee Carter et ses variantes, hein. Le modèle de Lee Carter lui-même, on démontre en fait que c'est une régression sur la première composante principale de la matrice des séries temporelles, euh, centrée des mortalités par âge. Et donc, à partir de cela, nous avons généralisé cette méthode en sélectionnant de manière optimale soit une ou plusieurs composantes principales au lieu de la première composante principale seule, une ou composante PLS en nous basant sur les techniques de régression PLS, partial least square. Donc, on se retrouve avec deux nouveaux modèles internes que nous proposons, donc les modèles internes à facteur PCR optimal ou à facteur PLS, et une moyenne des deux aussi qui est utilisée comme alternative. Un autre constat méthodologique que nous faisons, c'est que les modèles classiques utilisent la même classe de modèles pour tous les âges. Voilà. Et donc, ce que nous proposons, en fait, c'est d'utiliser des classes de modèles différents, enfin, pas forcément différents, mais adaptés à chaque âge. Voilà. Et donc, ce qui donne le modèle que nous appelons composite multifactoriel, c'est-à-dire que dans certains cas, on va utiliser des composantes principales ou dans d'autres cas, on va utiliser des composantes PLS pour la modélisation. Mais on ne fixe pas a priori. Donc, le travail va se faire par une approche bayésienne. Dans un premier temps, on fait une première itération où on choisit la meilleure classe de modèle pour chaque âge. Et dans un deuxième temps, on utilise la classe de modèle sélectionnée pour l'âge comme classe de modèle a priori
pour la classe d'âge qu'on veut modéliser, la tranche d'âge qu'on veut modéliser. Ces travaux ont fait l'objet d'une publication récente, hein, il y a 2 mois, oui, 2 mois, dans la revue MAF de Springer, euh, bon, voilà, qui est officielle, hein, qui ont acté nos travaux, ainsi que les résultats obtenus. Les résultats obtenus, pour vous les montrer brièvement, on les a appliqués ici pour des pays qui ne sont pas des pays en développement ou émergents, mais on va y venir par la suite. C'est en utilisant des classes de modèles différents et des modèles factoriels pour, pour les différentes tranches d'âge, on obtient une division par deux, hein. Notre modèle, c'est le modèle composite, hein, le CM Composite Model. Contre la moyenne des autres modèles, l'average des autres modèles, on diminue de 55% le MAP. Contre le meilleur des autres modèles, les autres modèles étant les modèles classiques, on diminue de 52% pour la France, hein. Pour l'Italie, pour l'Espagne, c'est les résultats similaires. Littéralement, on divise par deux l'erreur commise en pourcentage. Ensuite, euh, là, on va s'attaquer à des problématiques qui sont propres aux pays émergents et en développement. Ce que nous observons, c'est que les pays, en fait, font la transition démographique dont je vous ai parlé au début, par vagues, en fait, c'est des cohortes de pays. Donc ici, vous avez 3 vagues. Un petit exemple, vous avez l'Inde, par exemple, qui représente à lui seul une vague, mais tous les pays africains pourraient être ou d'Asie, dans le même cas. La deuxième cohorte ici que vous avez, c'est composé par l'Italie et l'Espagne. Et puis, vous avez le Japon aussi qui est en vert, mais un tout petit. Et puis, vous avez les pays d'Europe du Nord, Danemark, Norvège, Suède, qui sont dans une première cohorte qui a fait sa transition. Ce que vous observez, c'est que les pentes donc, des transitions, ici, ne sont pas, comment on va dire, c'est la mortalité à la naissance que vous avez, la mortalité infantile que vous avez ici, hein. Donc, les pentes s'accentuent au fur et à mesure que la transition est récente. Voilà. Donc, on va utiliser ce phénomène-là pour améliorer les modèles actuels, puisque les pays en développement ont des pentes plus fortes, donc les baisses de mortalité sont plus fortes que pour les pays développés. Donc, on va s'en inspirer. Alors, ce constat veut dire aussi qu'on ne peut pas utiliser les modèles de série temporelle multivariés classiques parce que les écarts entre les courbes ne sont pas, les retards entre les courbes ne sont pas stables dans le temps. Donc, on peut pas faire les modèles de série temporelle multivariée classique. Alors, pour aller vite ici, ce que nous avons développé, je vais directement à la fin, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est les modèles qu'on appelle mixtes, cliométriques et composites. Donc, on garde l'aspect composite que je vous ai montré au préalable. Ensuite, on va rajouter une série temporelle qu'on appelle cliométrique. Je vais vous montrer comment on construit ça tout à l'heure et mixte parce qu'on va utiliser à la fois les données internes du pays qu'on est en train de modéliser, qui est le pays qu'on appelle R, en retard de transition, dans la transition, et les pays A qui sont en avance de la transition, où on peut dire plus âgés et moins âgés aussi transitionnellement. Voilà. Donc, c'est une nouvelle classe de modèles que nous avons introduit, hein, qui sont les modèles mixtes. Il y a les modèles internes et les modèles externes qui existent actuellement, et nous avons introduit le modèle mixte cliométrique. Alors, pour vous montrer visuellement à quoi ça ressemble, j'ai pris le cas ça c'est les taux de mortalité de 10 ans à 15 ans, hein, le pays A, c'est l'Italie, donc il va servir de pays explicatif en fait pour modéliser l'Inde, qui est le pays R. Et vous avez en bleu la courbe de mortalité de l'Italie. En noir, la courbe de mortalité de l'Inde, donc la pente est plus forte, ce qui est normal. Et ici, c'est la série cliométrique que nous avons créée. C'est une sorte de projection de la courbe de l'Italie dans l'espace où se déroule la transition de l'Inde, en fait. Voilà. Je vous donnerai les explications s'il y a des questions plus tard, parce que le temps, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, pour les pays en développement, il y a aussi... alors, ça, ce que je viens de faire là, c'est pour les pays en développement qui ont un historique suffisant. C'est-à-dire l'Inde, on a des données depuis presque l'année 1900. Voilà. Donc là, on peut utiliser les modèles internes classiques agrémentés de séries kilométriques. Alors, la plupart des autres pays en développement ont un historique insuffisant pour qu'on puisse utiliser les modèles internes classiques, en fait. Mais ce que nous avons constaté, c'est que bien que ces pays n'aient pas d'historique de mortalité par âge très ancien, ce qu'il y a quand même, c'est que du fait du travail de l'OMS et des instituts statistiques nationaux, il y a tout le temps, en fait, des études qui sont faites régulièrement pour mesurer la mortalité infantile. Il y a un micro qui est ouvert. La mortalité infantile. Et donc, cette mortalité infantile va nous permettre, en fait, d'apparier l'histoire
des mortalités des pays en développement et des pays qui ont déjà effectué leur transition démographique. Et donc d'utiliser leurs données pour modéliser les pays en développement. Alors, nous allons proposer deux classes de modèles pour ça. Donc, c'est des modèles externes, hein, clairement. On va proposer une datation des modèles externes classiques, qui sont les modèles de Brass, de Cox et le modèle utilisé pour la table prospective actuelle utilisée en France. Voilà. Alors, il y a quelque chose que j'ai raté quelque part. Ouais, c'est pas grave. Et donc, pour ça, les formules se ressemblent, mais en fait, le temps utilisé n'est pas le même. En fait, on a établi une équivalence entre le temps du pays d'expérience, qui est le pays en développement, et le temps du pays de référence, qui est le pays, on va dire, développé en griffe, qui lui sert de référence, en fait. Et le modèle va... Donc, dans le modèle classique, le temps est le même. Ici, le temps n'est pas le même. En fait, il y a une équivalence qu'on calcule, en fait. Et on a fait la même chose pour les différentes formules qui sont utilisées. Je vais vite, hein. On utilise aussi les modèles externes par facteur PCR, donc PCR composante principale ou composante PLS, ou composite, où on utilise notre technique qui consiste à utiliser des composantes différentes selon l'âge qu'on modélise de manière optimale. Alors, je vous montre ici deux cas d'application pour l'Inde et pour l'Équateur. Donc, les modèles classiques que nous utilisons sont les modèles de Lee Carter, modèle Lee-Carter avec une loi log poisson et le modèle CBD qui est très utilisé aussi, log poisson. Notre modèle que nous mettons en concurrence, c'est le modèle mix cliométrique composite à facteur PCR optimal ou PLS. Pour l'Inde, ce que nous modélisons, c'est la probabilité de décès des femmes. Les âges modélisés, c'est bon, l'âge 0 et les tranches d'âge de 55 de 1 à 80 ans. Pour détecter la meilleure classe de modèles pour chaque âge, nous avons utilisé l'historique de 1966 à 1990, soit 25 ans. Et ensuite, ces classes de modèles sont utilisées comme des classes de modèles a priori pour faire les prévisions qui vont de 1991 à 2015, soit 25 ans aussi. On est pour le cas de l'Inde. Alors, je vais vite encore. Les pays qui se sont révélés les meilleurs pour le choix de meilleurs modèles, évidemment, pour l'Inde, ça a été l'Italie et l'Espagne. Ça s'explique parce que c'est les pays, on va dire, européens qui ont la transition les plus récente, donc les plus proches de ce qui se passe en Inde. Donc, ce que nous constatons, c'est que ici, vous avez les horizons de prévision 5 ans, 10 ans, 15 ans jusqu'à 25 ans. En rouge, vous avez notre modèle cliométrique composite et en vert et en bleu, vous avez les modèles classiques qui sont utilisés. Il y a un modèle qui n'est pas utilisé, qui est le CBD. Enfin, il est utilisé, mais on ne l'a pas affiché parce que l'erreur est tellement élevée que ça écrase les autres. Mais bon, c'est dans le tableau ici. Et donc, vous voyez que le MAP est réduit contre la moyenne des autres modèles de 65%, ce qui est élevé. Et contre le meilleur des autres modèles, il est réduit de 19%. Donc, toujours ce gain. On peut regarder aussi les résultats par tranche d'âge aussi, parce que c'est bien de dominer ou d'avoir de meilleurs modèles sur les horizons de prévision, mais c'est bien aussi de vérifier que âge par âge, vous avez aussi un modèle qui est meilleur. Donc, on voit une meilleure performance qui est très nette sur les âges extrêmes, ce qui est très appréciable puisque c'est ces âges qui posent souvent problème en termes de modélisation de mortalité. Là, je vais passer à l'Équateur rapidement. Donc, les prévisions sont un peu plus Rapidement, récentes, s'il te plaît, car on de a dépassé. 95 à 2019. Les pays utilisés pour l'Équateur, Danemark, Espagne, France, Italie, Suède. Et ici, si on regarde l'aspect composite, on réduit le MAP de 41%. Et si on rajoute l'information venant des pays que je viens de citer, Italie, Espagne, l'erreur est réduite de 48%, ce qui permet de voir l'effet d'utiliser les données historiques des autres pays. Voilà. Quand on regarde aussi par tranche d'âge, on voit que notre modèle qui est en rouge, le MAP est nettement inférieur à ce qui se passe avec les modèles classiques. Bon, voilà, travaux futurs à faire, ça va être de développer les intervalles de confiance, de rajouter des informations climatiques dans notre modèle, et voilà, et les applications ERM qui sont en cours. Je vous remercie. Eh bien, merci Gilles. Merci pour 2 points. Tu nous as rappelé qu'un actuaire, ça doit manger des chiffres et de la modélisation. C'est très bien. Et sujet très intéressant parce que si j'ai compris ce que j'ai compris de ma fenêtre, c'est que
Jusque-là, on était préoccupé du risque de longévité sur les populations âgées. On était préoccupé de la morbidité sur des âges moyens. Et était en train de nous dire que dans nos pays en voie de développement, on doit tenir compte de l'amélioration de la qualité de vie, on doit tenir compte de l'incidence sur la mortalité infantile pour essayer de... Il faut tenir compte de ça dans nos modélisations des garanties d'essai ou de garanties vie dans nos études. Ce qui est vraiment très important. Je ne sais pas si les présents imaginent la problématique, mais c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant. Donc, C'est exactement ça. Et, il y a peu de travaux pour les pays en développement sur l'état prospective et ça nous permet d'avoir des méthodes très effectives et qui marchent très bien. Voilà. très bien. Euh, Je ne sais pas s'il y a des on questions va, éventuelles ou si c'est je pense fini. qu'il y a une des questions que je ne comprends pas pourquoi utiliser la map et pas la RMSE. Ah oui, c'est une question importante, par contre. Euh, si je peux ou pas répondre? En 2 minutes, avant de conclure. Oui, ça va être rapide en fait. C'est parce que les mortalités en fait par âge n'ont pas la même n'ont pas les mêmes valeurs en fait. Ce que vous connaissez tous, c'est-à-dire que les mortalités à l'âge zéro, ça n'a rien à voir avec la mortalité à 45 ans. Et donc en fait, si vous utilisez le RMSE, vous ne pouvez pas comparer les performances d'un âge à l'autre. Donc du coup, on travaille en pourcentage d'erreurs commises en fait. Donc, c'est pour ça qu'on utilise la map. Comme ça, les erreurs commises entre les différents âges sont comparables, en fait, et on peut les agréger. Voilà. Et pour finir, je tiens à remercier nos participants. Merci beaucoup. J'espère que les sujets qu'on a traités ce soir ont intéressé beaucoup de monde. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à demain pour la 5e table ronde qui sera sur la gestion d'actifs passifs. Merci. Bonsoir, à très bientôt. Au revoir.